Alors, donc, on peut se demander si Miguel d'Unamuno a été le fondateur de la philosophie espagnole moderne ou tout court de la philosophie espagnole, puisque les grands philosophes hispaniques ou ibériques du passé, je pense notamment à Averroès, à Maïmonide, à Sénèque, à Vives, à Suarez, pour ne citer que le plus important, ont écrit tous leur œuvre soit en arabe, c'est le cas du premier, de Averroès, soit en hébreu ou en judéo-arabe, c'est le cas de Maïmonide, soit en latin, c'est le cas de Sénèque, Vives et de Suarez. Si nous acceptons les critères de José Luis Avellán, grand historien de la philosophie espagnole, son critère à lui, c'est que la philosophie espagnole existe à partir du moment où il y a un État plus ou moins unifié, avec toutes les précautions du terme, c'est-à-dire à partir de 1474, bon, qui est les mariages de Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Donc, selon les critères d'Avellán, il y aurait Vives comme premier philosophe, sauf que Vives, qui était aussi très apprécié par Menéndez Pelayo, un grand historien traditionnaliste et romantique espagnol, sauf que Vives, il a vécu la plupart de sa vie en Flandre, donc aux Pays-Bas espagnols à l'époque. Or, ni la philosophie de Vives, ni celle de Suarez, évidemment, en dépit de leur immense qualité, ont forgé un espagnol philosophique, encore moins une voie propre à la modernité philosophique espagnole. Pour faire bref, il n'y a pas eu un Descartes espagnol, un Hegel espagnol, un Hobbes ou un Locke espagnol. Par conséquent, le fait qu'en Espagne, tout au long de son histoire, il y ait des philosophes importants, c'est hors de doute. En revanche, qu'il y ait une tradition philosophique espagnole, en bonne et due forme, c'est douteux, à moins qu'on identifie d'une manière ou d'une autre la pensée espagnole à la mystique. C'était l'hypothèse de Bergson quand il a fait sa conférence à Madrid, ou au conceptisme, c'est l'hypothèse de Deleuze et Guattari. Mais au fond, tous les trois, si on inclut Guattari, refusent l'idée que la mystique et le conceptisme soient des véritables philosophies. Même si, évidemment, c'est une piste que moi, personnellement, j'ai suivie, la mystique a contribué d'une manière ou d'une autre à l'essai, notamment en Espagne, mais pas uniquement. Et ça, c'est une piste donnée par Lukács dans son article célèbre sur l'essai. Et le conceptisme, bien évidemment, est à la source du développement de l'essai baroque et néo-baroque, si important dans la culture hispanique. Alors, le premier problème, lorsqu'on parle de philosophie espagnole, et lorsqu'on parle de philosophie espagnole, tout devient problématique, c'est que Miguel d'Unamuno n'a pas été seulement un philosophe. Il a été un essayiste, un dramaturge, un poète, un romancier. C'est un titan de l'être hispanique. Le second problème, c'est que sa philosophie lutte, d'une manière ou d'une autre, contre la philosophie elle-même, notamment celle de Descartes, mais aussi celle de Hegel. Certainement, une philosophie qu'il connaissait mieux que celle de Descartes, à la limite, parce qu'il a traduit quand il était jeune. Il y a un manuscrit qui a été publié récemment en philosophie logique, et il avait notamment lu attentivement pas tellement la phénoménologie de l'esprit, mais la logique de la science. Bon, donc on peut constater, en effet, qu'il y a certaines caractéristiques de ce que Alain Badiou a nommé comme étant une antiphilosophie. On trouve chez Unamuno la destitution des mathématiques comme étant une pensée, la volonté de s'adresser à d'autres personnes qui ne soient pas des philosophes, la critique de la philosophie comme théorie, jusqu'au démontage de sa méthode, et enfin l'appel à un acte qui s'arrache à la philosophie. Chez Unamuno, il y a une critique de la science comme institution donatrice du sens de la vie, une volonté d'aller au cœur, à l'intimité de l'auteur, quel qu'il soit, un démantèlement de la philosophie hegelienne et du positivisme. Et ce n'est pas un hasard si au moins une triade de la généalogie que Badiou adressait des antiphilosophes, Saint Paul, qu'il qualifie d'antiphilosophe radical, Pascal et Kierkegaard ont été trois philosophes cruciaux pour la pensée d'Unamuno. Alors, il y en a d'autres dans la liste, dans la généalogie que Badiou dresse sur l'antiphilosophie, qui ne sont pas importants pour Unamuno, puisqu'ils sont vécus plus tard. C'est le cas de Lacan, notamment de Wittgenstein. Et il y en a d'autres comme Rousseau et Nietzsche
bon, on en pourrait en discuter, mais qui sont moins importants que Saint-Paul, Pascal et Kierkegaard, surtout ces deux-là. Alors, donc, c'est intéressant de souligner que Badiou souligne le fait qu'un philosophe est identifiable par le fait de fonder, alors que l'aspect le plus saisissant de l'antiphilosophie est le fait de dissoudre toute prétention à la vérité. Au-delà de celle-ci, il y a toujours l'essence, ou les saluts, ou un élément extramoral, bref, anarchie-événement. Or, et c'est probablement, à mon avis, une caractéristique originale et déconcertante de la pensée d'Unamuno, on ne constate pas une destitution de la catégorie philosophique des vérités. Au contraire, il y tient. Mais, c'est vrai, il ne s'agit pas d'uniser des vérités au sens traditionnel du terme, pas d'adéquation à la réalité, pas des Lichtung, encore moins à la manière de Heidegger. C'est lui, il y a une sorte d'archivérité qui se situe en dehors de la raison et qui communique immédiatement avec la foi, une foi intensement couplée à une incertitude rationnelle dans la vie au-delà de la mort. Et ça, vous l'avez bien compris, c'est justement l'essence tragique de la vie. Aux yeux d'Unamuno, la recherche de la vérité, c'est la recherche de notre vie, et notre vie est intimement liée à la mort qui nous traverse. Si bien qu'il y a une science, il faudra mettre beaucoup de guillemets, de la vérité, d'un sens très unamunien et très particulier, qui est le portique de la véritable religion, selon lui. Alors, Unamuno est un auteur qui a un ancrage historique bien défini, les tournants du siècle. C'est quand même important, je serai très bref, mais c'est quand même important d'en prendre conscience. C'est la fin des derniers grands territoires de l'Empire hispanique, 1898. Donc, le choc, la dépression et les sursauts qui en découlent dans la société espagnole, les débuts de la modernisation démographique, économique et politique, ainsi que la première manifestation d'une déchristianisation profonde de certaines couches sociales en Espagne, essentiellement la classe ouvrière et la petite bourgeoisie. Unamuno traverse tout au long de sa vie un nombre assez conséquent de régimes politiques qui reflètent l'instabilité de la vie espagnole à cette époque-là. La monarchie d'Isabelle II, l'ex-sexennat démocratique, la restauration monarchique, la dictature de Primo de Rivera, la Seconde République et les débuts de la guerre civile. Unamuno traverse aussi différentes phases philosophiques et politiques. Au début, il est un libéral sympathisant du premier régionalisme basque, progressivement confronté au premier nationalisme basque, puis il devient socialiste dans les années 90 du 19e, collaborateur régulier du journal de Bilbao La lutte des classes, qui avec le socialiste de Madrid, c'était les deux grands journaux à l'époque du socialisme espagnol. 1895, c'est la découverte du concept de intrahistoria, entre-histoire. C'est une histoire ensevelie par l'actualité qui est la vie des gens humbles. Suite à sa crise religieuse en 1897, provoquée par la mort de son enfant, Raimundo, atteint d'encéphalite, il revient de nouveau au christianisme. Donc pendant la période relativement proche du positivisme, du krausisme et du socialisme, il est agnostique. Et donc il redevient à partir de 1897 chrétien, sans s'adhérer vraiment au catholicisme, voilà, dans un christianisme extrêmement particulier. Entre 1897 et 1902, il écrit son journal intime, qui est à certains égards la source de son traité de l'amour de Dieu. Et une œuvre très importante, à mon avis, qui sera publiée tardivement en 1970. Ces années-là, c'est la période d'un spiritualisme moderniste, presque piétiste, où la pistis, en grec, la confiance et la foi, l'emportent sur la gnosis, sur la connaissance et les dogmes de la religion catholique. Donc c'est la recherche d'une sorte de repli sur soi qui l'emporte sur spirituel, qui l'emporte sur les manifestations extérieures de la croyance religieuse. Et donc au début du XXe siècle, Unamuno redevient, après son époque de socialisme, redevient une sorte de libéral aussi très particulier, qui est tout autant critique du clergé espagnol que méfiant vis-à-vis du mouvement anticlérical.
1905, c'est son livre Vie du Quichotte et Sancho, première identification viscérale avec le personnage de Cervantes. Les traités de l'amour de Dieu est un texte, je viens de le dire, fondamental, écrit entre 1905 et 1908, qu'il a écarté au profit du sentiment tragique de la vie, écrit par la suite un chapitre entre 1900 et publié un chapitre dans la revue España Moderna entre 1911 et 1912, et dans sa forme définitive publié dans une petite maison d'édition en 1912, puis dans une maison d'édition un peu plus importante en 1913. Et cette œuvre-là, c'est celle qui va probablement faire connaître Unamuno en Europe, puisque ce livre-là va être traduit en 1917 en français, en anglais en 1921 et en allemand en 1925, accompagné d'une introduction de Curtius, donc les grands philologues allemands. Si les traités, il est beaucoup plus proche d'un monologue méditatif, les sentiments, contrairement à ce que le titre pouvait véhiculer, il est organisé les sentiments d'une manière probablement plus organique, en tout cas rempli de citations, de références savantes, tout en ayant une dimension plus universelle. Et différence sans doute encore plus importante, les sentiments tragiques de la vie expriment parfois des idées carrément antimodernes, des positions traditionnalistes par rapport à l'Église et à la signification de la Révolution française, ce qui n'était pas le cas du traité de l'amour de Dieu qui sortent pratiquement de monologues méditatifs. En dépit de ces différences, les sentiments tragiques de la vie récupèrent énormément de passages du traité de l'amour de Dieu. Et c'est dans le chapitre 12, qui est la conclusion, où il développe sa vision quichotesque et christologique de la vie et du peuple espagnol. On y reviendra. Donc notre idée, c'est de nous attacher plutôt à la période comprise entre 1895 et 1913, qui est le déploiement essentiel de sa pensée. Au vif du sujet, nous voulons nous demander si effectivement on peut parler d'un nationalisme philosophique chez Unamuno. Donc en premier lieu, nous souhaitons insister sur l'importance du lien dans l'œuvre unamunienne entre le peuple, le verbe divin et la langue espagnole. En deuxième lieu, nous nous attacherons à développer brièvement le rôle du Christ et surtout du Quichotte dans sa pensée, sans oublier la question essentielle qui relie les deux figures, la question de l'immortalité. Et troisièmement, nous soulignerons la polarité équivoque qui se trouve dans tous ces textes entre l'Espagne et l'Europe. Compte tenu de la complexité des problèmes, je me bornerai à présenter quelques conclusions et remarques provisoires. Alors, premier point, la question du peuple. La première chose qui frappe chez Unamuno, c'est la présence très réduite du terme nation, et encore moins du terme nation espagnole. Par exemple, dans un article, il dit « Tant qu'il y aura des nations, il y aura des guerres ». Et par ailleurs, à chaque fois qu'il mentionne le mot nationalisme ou patriotisme, il est assez critique. Dans son article de 1915, « Les limites chrétiennes du nationalisme », en pleine guerre mondiale, il défend l'idée que le nationalisme peut devenir une religion païenne, et d'ajouter que la patrie ne peut pas m'exiger que je fasse des choses insensées. Disparates en espagnol. Ne peut pas et ne doit pas obscurcir la vérité. La vérité est au-dessus du patriotisme. Et depuis son premier grand essai En torno al castifismo, mal traduit en français comme l'essence de l'Espagne, les termes plus fréquemment utilisés par Unamuno sont caste et peuple. Unamuno se trouve en 1895 à la croisée des plusieurs courants philosophiques, Herder et Hegel, Taine et Marx, et dans ses livres, il veut expliquer les raisons du déclin, de la crise qui traverse l'Espagne, à travers l'analyse de ce qu'il appelle la caste espagnole, qu'il incarne à tort ou à raison dans la caste castillane. Et cette caste, évidemment, est prise de pureté. Cette caste, à travers son histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à la formation de l'Empire hispanique, a pâti d'un déséquilibre entre sa partie idéaliste, incarnée par le Quichotte,
et sa partie réaliste incarnée par la figure de Chennecuiller, Sancho Panza, provoquant la formation d'un traditionnalisme patriotique accroché aux épopées impérialistes et aux valeurs les plus superficielles et emphatiques du siècle d'or. Selon lui, les Espagnols ne font pas partie d'une race, mais de plusieurs races, romaines, celtes, germaniques, arabes, etc. D'ailleurs, dans sa thèse de doctorat, il parlait de la race basque, tout en détruisant les mythes du proto-nationalisme basque. En fait, il a identifié la race à une communauté linguistique, le problème étant que pas tous les Basques, évidemment, parlaient le basque. Quoi qu'il en soit, selon lui, les peuples basques n'avaient pas eu d'histoire, mais uniquement une sous-histoire. Dans l'essence de l'Espagne, il soutenait qu'il fallait chercher à l'intérieur de l'histoire étant la surface de la mer, les vagues de l'océan, et il fallait plonger à l'intérieur de la mer dans l'intra-histoire qu'il appelle la tradition éternelle, et qui était la vie de tous les jours des personnes humbles qui ont fait depuis longtemps la même chose, c'est-à-dire vivre, travailler, prier et mourir. Alors, ni entièrement Volksgeist, ni entièrement classe opprimée, encore moins classe ouvrière. Carlos Serrano avait souligné il y a quelques années, avec tout à fait raison, qu'il y a un ruralisme chez Unamuno. L'appel à se plonger dans ces peuples intrahistoriques était une manière, effectivement, chez Unamuno, de trouver une troisième voie entre le traditionnalisme droitier, voire réactionnaire, et ce socialisme espagnol qui commence très ouvriériste, si je puis dire, qui commençait à s'y engager, mais qu'il trouvait matérialiste et trop mécanique et simpliste. Alors, il faut souligner aussi une autre question qu'il faudrait quand même nuancer. Unamuno va montrer une certaine méfiance vis-à-vis de l'État, sans être jamais un anarchiste, bien entendu. Certes, il noue un lien d'amitié en 1896 avec Federico Urales, à l'occasion du procès contre un groupe d'intellectuels anarchistes. Il va défendre la cause de Federico Urales, qui est inculpé de responsable d'un attentat à l'Opéra de Barcelone. Mais par exemple, en 1909, au moment de la semaine tragique, il défend que c'est juste qu'il y ait la peine de mort contre Ferrer y Guardia. Donc, c'est vrai qu'il était plutôt éloigné de l'anarchisme. En fait, je pense que l'idée des Gemeinschaft de tennis, non, de communauté organique, qui est quand même de cette époque-là, de 1887, elle est quand même relativement, son idée des peuples relativement proche. Toujours est-il qu'il n'y a pas de doute, l'État, pour lui, qui incarne au plus haut point les caractères repoussants de l'État, c'est l'État bismarckien qu'il détestait. Il considérait que l'État bismarckien, il était antidémocratique et corrupteur, je cite ces mots, et s'il souhaite la victoire des Alliés en 1914, c'est parce que, je les cite, les peuples doivent vaincre l'État à l'État pur. L'État sans peuple. Cela signifiera, selon lui, la libération des Allemands. Donc il fallait, pour ainsi dire, enlever l'État aux Allemands pour que le peuple allemand puisse se libérer de cet État. Donc si tant est qu'il existe un nationalisme chez Unamuno, il serait démotique, c'est-à-dire populaire, mais pas au sens d'un populisme, évidemment, à la manière de Joaquín Costa, ou d'un appel à la conquête du pouvoir, d'un mouvement des masses. C'est tout simplement l'idée que tout peuple a une vision de lui-même, de sa mission au monde, notamment dans les cas des peuples expansifs, dit-il, donc qui ont eu un empire. Or, selon lui, l'Espagne a échoué dans sa contre-réforme, qu'elle mena tambour battant en Europe, et même, dit-il, dans la réforme inhérente à cette contre-réforme, qui était selon lui castiza, donc authentique, pure, et qui avait des racines populaires. À chaque fois qu'il met en valeur un mouvement, enfin qu'il critique un mouvement, il trouve toujours un aspect positif. C'est le cas, par exemple, du carlisme, les contre-révolutionnaires espagnols du 19e. Il dit, oui, ils étaient contre le libéralisme, mais il y avait quand même un profond sentiment démocratique, populaire, etc. C'est sa manière de penser politiquement. Alors, la seule manière que l'Espagne subsiste comme peuple, c'est que chacun se sente concerné par sa patrie,
que celles-ci se sentent concernées aussi par chacun, par tout un chacun. Donc chacun doit apporter des brins d'action et d'idées pour contribuer au maintien du peuple. Et ils font, selon lui, notamment faire patrie, c'est-à-dire sentir la cause de la patrie comme sa propre cause. Donc le peuple espagnol doit apporter des idéaux à l'humanité, doit philosopher vis-à-vis de son destin. Et donc c'est dans ce sens-là que la langue espagnole doit jouer un rôle majeur dans ces sursauts du peuple espagnol. Unamuno avait l'habitude de reprocher aux Castillans de ne pas maîtriser suffisamment la langue castillane. C'était bien évidemment une manière de coquetterie intellectuelle, mais aussi de fierté de parvenu. Comme s'il disait, voyez-vous, je suis bascophone et je dois vous donner des leçons de grammaire et de vocabulaire espagnol. Alors ça me rappelle beaucoup lorsque Deleuze et Guattari, dans Qu'est-ce que la philosophie, qui pour moi est une source inépuisable de réflexion là-dessus, lorsque Deleuze et Guattari affirmaient que le peuple est antérieur au penseur, parce que c'est un devenir peuple, pour autant que le penseur est antérieur au peuple comme devenir non moins illimité. Mais quelques lignes plus tard, Deleuze et Guattari ajoutaient que devenir étranger à soi-même et à sa propre langue et nation, n'est-ce pas le propre du philosophe et de la philosophie? Je trouve que c'est très intéressant ça. Donc il ne faut donc pas négliger le fait que Unamuno s'intéressait comme héritier du romantisme philologique au vocabulaire du peuple, qu'il avait étudié dans ce sens-là la langue espagnole dans sa thèse de doctorat, et plus tard les dialectes de l'espagnol parlé à Salamanque. Il ne faut pas non plus oublier qu'il donnait des cours de grec ancien à l'université de Salamanque. Donc c'était un basque qui donnait des leçons aux Castillans de connaissances intimes du peuple castillan, de leur langue. Il fallait, comme il dit dans Vie du Quichotte et Sancho, se plonger dans le peuple et administrer les sacrements de la parole. Donc, Deleuze et Guattari soulignaient que penser se fait toujours par rapport à la terre, à un territoire, mais que l'exercice de la pensée, c'est de déterritorialiser les territoires vers la terre, vers un plan d'immanence, et c'est uniquement sur ces plans que le concept et pas les figures vont être créés. Et les deux auteurs français insistaient en 1991 sur le rôle dans l'Antiquité d'un étranger céleste dans les États impériaux et d'un autochtone dans les cités, d'une polarité et d'interaction réciproque. Unamuno, dans ce sens-là, joue le rôle d'un étranger autochtone, si je puis dire, en Espagne, d'un espagnol américaniste vis-à-vis de ses amis hispano-américains. L'Amérique lui a énormément intéressé, l'Amérique hispanophone, et d'un espagnol européaniste vis-à-vis de ses amis français, britanniques, portugais et italiens avec lesquels il a tissé un réseau très important. Unamuno, donc, il est un vecteur qui fait déterritorialiser l'Espagne au moment où son territoire politique s'est réduit pour la première fois depuis 1492 à sa partie strictement européenne, et il déterritorialise l'Espagne vers le Portugal, très grand connaisseur du Portugal, vers l'Amérique latine, comme je viens de dire, et en même temps, il reterritorialise l'Espagne vers la Castille, âme du peuple espagnol, selon lui. Et c'est là donc où la langue espagnole remplit la fonction des verbes en majuscule, du peuple, ces peuples intra-historiques. Je le cite dans Les sentiments tragiques de la vie, la race, les sons de l'esprit, c'est la langue. Le langage est par ailleurs, selon lui, c'est qui n'est pas uniquement le véhicule de la réalité, mais sa chair elle-même. Autrement dit, tout a été fait par la parole, et la parole fut au commencement. La référence à l'évangile de Saint Jean est évidente. Alors, ne demandons pas à Unamuno une distinction entre parole, langue et langage, que celle de la linguistique, notamment à partir de chaussures, pourra éclaircir. Peu importe à la limite. Ce qui l'intéresse, c'est l'esprit, les verbes divins, qui gît dans les langues, et plus particulièrement dans la langue espagnole. C'est que Juan Larrea, un poète essayiste de l'exil républicain espagnol, développera jusqu'au messianisme le plus débridé. Au commencement étaient les verbes, et les verbes s'est fait chair. Mais qui était celui qui s'est fait chair dans la langue espagnole, qui pouvait administrer les sacrements de la parole. Cela nous mène vers notre deuxième point,
Unamuno a eu une réponse très claire, probablement depuis sa discussion avec les sénéquistes Angel Ganivet en 1891, et à laquelle il a été toujours très fidèle, me semble-t-il. La Bible du peuple espagnol devrait être le Quichotte, l'œuvre immortelle de Cervantes, dit-il. Le Quichotte et Don Sancho sont dans un dualisme harmonique, cette fois-ci, pas comme l'histoire de l'Espagne, qui est le symbole éternel, je le cite, de l'humanité en général et de notre peuple espagnol. Donc on voit par conséquent que le travail spéculatif d'Unamuno est d'enraciner la langue dans les peuples, mais aussi de l'étaler au-delà de l'Espagne vers un nouvel empire, entre guillemets, au-delà de ses frontières, qui ne sera plus axé sur la politique, sur une souveraineté, mais sur un substrat métapolitique ou infrapolitique complètement spirituel et chrétien à sa façon. Souvenons-nous, les nations sont païennes pour lui. En revanche, les peuples sont religieux, chrétiens, je dirais presque par définition. Et l'adjectif païen est, à mon avis, toujours, dans l'œuvre de Unamuno, un bon marqueur pour comprendre l'ennemi ou l'ombre, comme dirait le grand philosophe Eugenio Trias, de la philosophie d'Unamuno. S'il s'oppose, par exemple, à l'Allemagne bismarckienne, c'est parce que, selon lui, elle représente la culture, une vision païenne de l'État. Et bien évidemment, il ne lui dit pas une politique d'opposition contre les Allemands catholiques sous forme de Kulturkampf. Et en face de cette Allemagne, il y a la civilisation chrétienne, incarnée selon lui par la France et le Royaume-Uni. Si par exemple il critique l'idée de fédération ibérique, prônée par certains républicains et surtout par les anarchistes, c'est parce qu'il trouve qu'elle a peu de rapport avec son idée de peuple comme, je le cite, unité spirituelle métapolitique. Si les peuples deviennent masse, on est selon lui aux portes du fascisme et du communisme. Dans sa vocabulaire, le fascisme et le bolchevisme. Si, par exemple, la vision de la nation est catholique, donc dès le moment qu'on couple nation et catholicisme, alors on est en face d'un mélange inextricable des religions et des politiques qui va identifier au traditionnalisme et à l'extrême droite. En 1931, il est toujours au fond fidèle au schéma de son livre de 1895. Je le cite, la politique est de la mouche, la religion est sédiment, poisson. En d'autres termes, fond marin. Et une idée récurrente chez Unamuno pendant les années 30, c'est l'existence, je le cite, d'un christianisme espagnol, national, populaire, laïque, qui était à la fois un art, le véritable art populaire espagnol. Donc il constatait en fait que ni l'État républicain pouvait décréter la disparition du catholicisme, ni l'Église ni l'oligarchie pouvaient faire du catholicisme l'apanage de certaines idées traditionnalistes. Donc, au vu de la radicalisation politique et du dogmatisme républicain, selon lui, Unamuno commence à critiquer la République espagnole, alors qu'il avait été nommé citoyen d'honneur de la République espagnole. Et s'il critique les nouveaux régimes dans les années 30, c'est parce qu'il ne facilite pas la République, l'avènement d'un peuple chrétien et républicain. Et s'il défend au début le coup d'État du 18 juillet 1936, c'est pour défendre la civilisation chrétienne. Donc, le même terme pour défendre les alliés en 1914 et pour défendre les coups d'État. Néanmoins, évidemment, il finit par se convaincre en octobre de cette année. Je vous renvoie au film de Amenábar, mais ceci au documentaire, au livre de Manchón, et les aussi, qui ont travaillé aussi sur les circonstances étranges de sa mort, voilà, à la fin de 1936. Et il finit par se convaincre. Ça c'est après les discours du 12 octobre 1936, qu'il a soutenu un mélange inextricable et criminel des masses fascistes et des traditionnalismes catholiques. Donc, la boussole fondamentale pour Unamuno, qui ne se trompe pas ou non, est toujours la question suivante. Qui se met en face du peuple chrétien, de sa tradition éternelle, de sa volonté d'être libre? Qui peut l'entraver?
Bien évidemment, aucun parti politique peut satisfaire cette revendication infrapolitique, d'où son insatisfaction politique permanente, ses revirements réguliers, et le fait que l'adjectif libéral qu'on lui colle, à mon avis, d'une manière un peu trop rapidement, et qu'il se colle lui-même parce qu'il s'est défini de temps en temps comme libéral, soit vraiment un adjectif très insatisfaisant. Parce qu'en fait, son libéralisme n'est pas d'ici bas. Il appartient à un soubassement éthéré non politique. Donc cette insatisfaction politique n'était que la traduction extérieure, publique, d'une insatisfaction profonde, intime, vis-à-vis de l'existence humaine. Pedro Cerezo a eu raison d'insister sur l'importance du mot congoja, qui est si riche en espagnol, dans l'œuvre d'Unamuno. Le pathos unamunien est de vivre toujours dans l'angoisse, l'affliction, les déchirements. Le Quichotte, comme porte-parole du peuple espagnol, n'est que le miroir où se regarde l'âme déchirée de l'homme en chair et en os, comme dit Unamuno. Et ce Quichotte, c'est en quelque sorte un personnage conceptuel, comme dirait Deleuze et Guattari. C'est lui qui exprime à merveille la volonté inébranlable de survie, de victoire contre la mort. Et dans son livre de 1905, il y a déjà un appel à se mettre en chemin à la recherche du tombeau du Quichotte, là où il est enterré, là où il est inhumé. Et il insiste sur l'idée que l'essentiel, c'est de se mettre en marche, sans programme, sans itinéraire, uniquement regardant l'étoile. C'est l'astre qui va vous dire dans quelle direction aller. Les tombeaux est aussi une sorte de berceau. Les références tacites à la naissance de Jésus sont évidentes, mais aussi à sa mort, d'autant plus qu'il insiste à la fin du premier chapitre de ce livre, qui est en quelque sorte le portique du livre de 1905, par les biais d'une conversation avec un ami, qu'il faut sauver les tombeaux du Quichotte pour que les autres personnages incrédules du roman, les curés, les barbiers, les bacheliers, ne s'emparent pas de lui et pervertissent les combats du chevalier de la triste figure. Et de la même manière, il faut sauver les tombeaux de Dieu et empêcher que les croyants et les athées, les deux, monopolisent la révision afin qu'ils ressuscitent et nous sauvent du néant. Et c'est donc dans les sentiments tragiques de la vie que Miguel de Unamuno pousse d'une manière encore plus explicite et radicale la convergence entre la figure du Christ et celle du Quichotte. C'est là où il qualifie son livre de 1905 de culte au quichotisme comme religion nationale. En fait, dit-il, il voulait explorer la philosophie espagnole qui est implicite dans la littérature espagnole, non seulement dans les Quichottes, mais aussi dans La vie est un songe de Calderón de la Barca, dans les romances du Moyen-Âge, etc. Et c'est parce que selon lui, la langue est selon lui une philosophie potentielle, et par conséquent, c'est dans les manifestations du génie littéraire espagnol qu'on peut trouver sa philosophie nationale. C'est surtout les personnages principaux du chef-d'œuvre de Cervantes qui incarnent non pas l'idéalisme, parce qu'il ne propose pas d'idée, mais le spiritualisme, un spiritualisme qui est selon lui pure folie, fille de la folie de la croix, affirmait-il. Et d'ajouter que la tragédie du Christ, la tragédie divine est celle de la croix. Donc toutes ces affirmations-là sont pour une mentalité philosophique comme la nôtre loin d'être claires et évidentes, malgré les sens profonds de tous ces propos. Elles revêtent une double dimension, universelle et nationale. D'un côté, de toute sa vision christologique et quichotesque découle une vision de la philosophie comme science de la tragédie de la vie. Donc, au lieu de traiter des données ou des idées, la philosophie n'est qu'une traduction langagière du déchirement vécu par l'homme en chair et en os. Dans un certain sens, bien particulier, elle s'occupe uniquement de la troisième question posée par Kant, que m'est-il permis d'espérer? L'être humain se trouve toujours dans une lutte permanente entre la certitude de sa fin et l'espérance d'une vie au-delà de la mort. La seule branche à laquelle il peut s'accrocher, c'est la volonté de survie, qu'il interprète étonnamment comme les conatus spinozistes, comme un effort de persévérer dans l'être, sauf qu'il cherche l'éternité pas à l'intérieur de la vie, mais dans sa prolongation de la mort. Parfois, et c'est toute la complexité, et je dirais les contradictions aussi d'Unamuno,
Parfois, cette prolongation au-delà de la vie prend la forme d'un moi tout complet, un mortel. Parfois, c'est un moi qui se confond avec la totalité de l'univers. Et parfois, c'est tout simplement et carrément le désir profond de devenir Dieu lui-même. L'homme en chair et en os est ainsi dans la congoja de la mort, surtout lorsqu'il prend conscience et se représente sa propre mort. Alors lui, il a beau être pascalien, mais à mon avis, il a une influence énorme des exercices spirituels de San Ignace de Loyola, lorsque San Ignace de Loyola défend l'idée qu'il faut très souvent se représenter notre propre mort. Et là, il a, notamment dans son journal intime et dans la traité de l'amour de Dieu, moi je trouve que l'influence de San Ignace de Loyola est profonde, même s'il est très critique. Bien évidemment, il est pascalien, donc forcément il doit être anti-jésuite, mais à mon avis, parfois il y a des méditations assez saisissantes là-dessus. Donc, il doit se représenter sa propre mort, si bien qu'il est confronté inexorablement à regarder en face les sphinx. Les sphinx, cette figure mythologique de la Grèce ancienne, celle des énigmes, mais pour lui, les sphinx, c'est toujours le défi irrésoluble de la condition humaine, qui est la mort. Ça, c'est la dimension, cette dimension. Il y a une autre dimension de sa vision christologique, quichotesque, qui découle de l'analogie entre la tragédie de l'âme du Quichotte et la tragédie de l'âme de son peuple, puisque son peuple espagnol, il est scindé, déchiré entre l'acceptation de l'explication scientifique du monde et ce que nous souhaiterions que ça existe à partir de la foi religieuse. Donc il y a un triple télescopage, d'un côté entre l'âme du peuple espagnol et Don Quichotte, comme prophète exclusif et privilégié, entre la tragédie du Quichotte et celle du Christ, et enfin entre l'homme en chair et en os, qui est Unamuno, au fond, mais tout un chacun, et les deux figures qui incarnent la tragédie de la vie et de la mort. Donc la mission d'Unamuno est donc de faire voir aussi bien aux catholiques qu'aux agnostiques et athées la fragilité de leur position, le fait que leurs croyances et certitudes reposent sur un sol fragile rempli de doutes. Donc qu'ils soient installés dans le rationalisme ou dans la religion, le but du philosophe, c'est de les ramener au terrain d'une nécessité, d'un désir d'explication sur l'essence de la vie. Et c'est à ce moment-là, troisième point de mon exposé, que la question de la route à prendre par l'Espagne se pose. Quoi faire pour l'Espagne? C'est plonger dans les peuples pour atteindre un nouveau cosmopolitisme et de cette manière rompre les casticismes des traditionalistes? C'est plutôt la direction prise par Unamuno en 1895, lorsque le positivisme, le krausisme, le marxisme sont d'une manière ou d'une autre un peu latents ou même agissants dans sa pensée. C'est le cas aussi du darwinisme, que d'ailleurs il n'a jamais mis en doute. Hispaniser l'Europe et refuser la science moderne, c'est plutôt, il faudrait nuancer beaucoup ça, mais c'est plutôt sa position juste après 1897. Par exemple, dans un article 1899, et ça pourrait intéresser Hector, il fait la comparaison entre la Chine et l'Espagne par rapport à l'Europe. Les deux premiers pays ne peuvent pas atteindre les niveaux d'industrialisation, le niveau du chemin de fer des pays occidentaux, mais en musique, en religion, en art, ils sont aussi doués, voire plus doués que les pays occidentaux. Et l'Espagne a plus particulièrement l'avantage net en moralité, en valeur, en idéalisme selon lui. Bon, moi personnellement, ça me fait rire actuellement. Je m'en excuse auprès d'Unamuno, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et quelques années plus tard, au moment où il écrit son traité de l'amour de Dieu, il explicite un peu plus cette question en soulignant que l'Espagne préfère s'écarter de la science, qui ne s'occupe pas de la vie, pour emprunter le chemin de la sagesse, qui s'occupe de la mort. Et ce n'est pas, je pense, un hasard si cet article-là, il est de 1906, juste au moment où, pour la première fois, un neurologue espagnol, Ramón y Cajal, obtient le prix Nobel de médecine. Enfin, il y a des moments dans la vie et l'œuvre d'Unamuno où il reconnaît l'inexorable progrès de la science, en Europe et en Espagne, et l'accepte sans reconnaître pour autant une légitimité à la science dans les vérités qui nous échappent et nous tracassent dans notre nostalgie, comme il dit, d'un paradis perdu.
C'est le cas dans notre article de 1907 où il reconnaît ne pas critiquer la science en tant que telle, mais sa volonté de tout expliquer, notamment la foi aveugle dans la science. Donc l'Espagne et l'Europe véhiculent dans sa pensée une polarité conceptuelle sémantique qui n'est que l'expression d'une série de contradictions intégralement assumées par lui. L'Europe est parfois l'épouvantail pour Unamuno lorsque son opinion critique le gouvernement de Maura et la peine de mort contre Ferrer y Guardia en 1909. C'est lorsqu'il pense que l'Espagne est attaquée qu'Unamuno en général réaffirme son sentiment et sa fierté d'appartenance à un pays qu'il considère par moments comme africain dans une sorte de provocation ou de boutade. D'autres fois, l'Europe est personnifiée dans les pays voisins, la France, c'est l'érudition vide, selon lui, des agrégés français. Ou l'Europe, c'est pour lui l'État païen allemand. Les paradoxes dans son œuvre consistent à signaler que son intérêt pour la vérité, contre le dogme de la religion, lui vient non seulement d'un vécu profond, certes, mais aussi des lectures de Pascal, des modernistes conservatiers, de Kierkegaard, et en général d'un protestantisme qu'il considère bénéfique pour la revivification du catholicisme espagnol. Les paradoxes aussi, c'est le fait que son œuvre a un impact indéniable en Europe à l'époque, notamment à partir de la publication du sentiment tragique de la vie et de l'agonie du christianisme pendant son exil en France, entre 1924 et 1930. Malgré le fait que, certes, il a du mal à s'insérer dans la sociabilité littéraire et philosophique française, ce qui est, à mon avis, un contraste par rapport à deux penseurs russes que je trouve assez proches, finalement, de la pensée d'Unamuno, qui sont Tchestov et Berdaïev, puisque ces deux auteurs russes, non seulement écrivaient régulièrement en français, mais aussi séjournaient à plusieurs reprises dans les pays francophones. Unamuno est certainement un intellectuel cosmopolite, en tout cas dans le cadre de l'Espagne du tournant des siècles, puisqu'il s'intéresse à d'autres pays, il s'intéresse à d'autres aires culturelles qui n'étaient pas dans les radars, si je puis dire, de l'intelligentsia espagnole de l'époque. Je pense notamment à tout ce qu'il a fait pour diffuser la littérature russe en Espagne, la littérature portugaise, la littérature italienne et la littérature et philosophie des pays scandinaves, mais aussi de l'Amérique hispanophone. Mais même dans les cas des pays beaucoup plus fréquentés par les intellectuels espagnols, il a fait connaître Spencer, il a fait connaître Pascal, il a fait connaître Hegel, puisqu'en Espagne, on connaissait surtout Krause, disciple de Hegel, mais pas Hegel en tant que tel. Or, il faut reconnaître qu'Unamuno a une vision hispanocentrique extrême, à tel point son identification avec les peuples espagnols, avec sa langue et avec son œuvre universelle, le Quichotte, c'est une identification absolument obsessive et permanente. Il est par ailleurs saisissant de constater la façon dont il module et réinvente la langue espagnole, par exemple lorsqu'il propose le terme de guerra civilismo comme phénomène essentiel de son âme, de son Pays basque et de l'Espagne. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, il a fait corps et âme avec les destins de ce pays, dans une sorte de dramatisation réelle de la tragédie de l'Espagne de 1936, jusqu'à la fin de sa vie. Et il a voulu faire de l'Espagne une sorte de pays en chair et en os, une personne vivante. Il a fait de lui-même aussi une sorte d'Espagne en miniature, également déchirée. Alors, Unamuno a-t-il été le fondateur paradoxal de la philosophie moderne espagnole? Je reviens à mes propos initiaux. Oui, dans la mesure où il a pris à bras ouverts les défis de l'universalisme, c'est clair. Le conflit irrésoluble entre la volonté de vivre au-delà de la mort et la certitude rationnelle que ce n'est pas possible revêt indéniablement une dimension universelle. Bien entendu, dans les cadres uniquement du christianisme. Parce qu'évidemment, la question de l'immortalité ne se pose pas de la même manière dans d'autres religions. Non, dans la mesure où il enfermait la philosophie dans une sorte d'encéphalogramme vibrante des luttes intestines à l'intérieur de sa personne et de son pays. Non, dans la mesure où sa philosophie, en dépit de sa projection universelle, a pris des rides et les datée. Moi, je trouve que c'est indéniable, ça. Nous sommes aujourd'hui, après les années de structuralisme et de post-structuralisme, beaucoup moins portés sur l'écrit du moi, si je puis dire. Et puis, nous trouvons son angoisse religieuse bien cantonnée dans un moment historique européen des crises religieuses bien circonscrit, bien défini, qui n'est plus le nôtre. La sécularisation, ou plutôt
les désenchantements du monde, comme diraient Weber et Gaucher, sont passés entre temps. Dernière remarque, Jacques Derrida signale dans la main de Heidegger, Geschlecht 2, Geschlecht 2, l'association paradoxale mais régulière du nationalisme à un cosmopolitisme et un humanisme. C'est très intéressant. Si tant est qu'il existe un nationalisme philosophique chez Unamuno, peut-être faudrait-il parler plutôt d'une vision christologique et quichotesque du peuple, qui est bien évidemment très éloignée quand même d'une vision cosmopolite. Il est indéniable que c'est très différent de la configuration globale du nationalisme philosophique allemand. Je pense notamment à Fichte et à Heidegger. En effet, aux yeux d'Unamuno, la nation espagnole n'incarne pas l'essence humaine. Encore moins, elle n'a pas un accès privilégié ni à l'humanité, ni à la philosophie. Bien que professeur de grec ancien, Unamuno n'a jamais soutenu que je sache que la langue espagnole était d'emblée une langue philosophique en communion avec la langue grecque. Je pense que pour Unamuno, aussi bien Fichte que Heidegger, presque absent dans son œuvre, représentait ou pouvait représenter une vision philosophique païenne. Unamuno est accroché à sa manière à l'universalisme chrétien et par conséquent ne procède pas à une opération spéculative d'autonomisation totale de la philosophie vis-à-vis de la religion. Oui, il est en quelque sorte un philosophe anti-philosophe. Un autre paradoxe s'en déduit, Unamuno n'a pas voulu étayer un argumentaire sur l'affinité élective entre l'espagnol et la philosophie. Tout simplement parce que derrière lui, il n'y avait pas Hegel ni Kant, mais la littérature et la mystique espagnole. Oui, lorsqu'il a regardé les passés espagnols, certes, il s'est vu comme fondateur de la philosophie espagnole et il n'avait pas, à mon avis, entièrement tort. Dernière remarque, cette fois-ci, cette vision christologique et quichotesque du peuple, qui est certes, à certains égards, un nationalisme philosophique, mais nationalisme, pour le cas d'Unamuno, il faut mettre entre guillemets, philosophique aussi entre guillemets, a eu quand même un impact dans ses prises de position politiques, notamment pendant la Seconde République, puisqu'il était contraire, dans les débats sur l'autonomie de la Catalogne, à reconnaître la langue catalane comme officielle, co-officielle avec l'espagnol. Oui, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'un nationalisme philosophique qui s'est traduit dans une vision politique, malgré le fait qu'il n'ait jamais eu la volonté de créer un parti nationaliste espagnol. On peut se demander, hélas, si sa vision christologique de la langue, voire sa fétichisation à certains égards, sa sacralisation à d'autres égards, a été prise d'une manière ou d'une autre comme modèle inconscient par ses ennemis acharnés, à savoir les nationalistes basques catalans. La réponse doit être prudente et nuancée. La fétichisation de la langue dans les nationalismes basques catalans le plus radical ne tient pas à une christologie, mais à une vision, cette fois-ci clairement, à mon avis, heideggienne, de la langue comme expression authentique d'une nation, de sa culture. La possession de la langue est en quelque sorte, pour ces nationalismes, la preuve de l'appartenance à une nation de quelqu'un et in fine de sa citoyenneté. On n'est pas très éloigné, dans ces cas-là, de la vision fichtéenne et heideggerienne de la nation allemande. Je vous remercie.